papier. Et le pinceau a sa propre dynamique. Par exemple, pour faire un rond avec un pinceau, faut bas mot 10 années de zèle. C'est très difficile. Faire un point, si vous appuyez brusquement un pinceau sur une feuille de papier, vous changez de chemise ou de chemisier tout de suite, donc les points sont devenus des traits. Et puis, la dynamique propre au pinceau a donné des petites coquetteries comme ça qui n'ont pas de signification. Donc le premier sens de ce mot, c'est changement, les changements du temps. Le deuxième sens de ce mot, c'est loi fixe. Pardon, le deuxième sens, c'est simple, facile. Parce que ça, il n'y a rien de plus facile que de passer du soleil à la pluie et de la pluie au soleil. Il suffit de laisser du temps au temps. Et le troisième sens, c'est loi fixe. Ah. Là apparaît la perversité légendaire des Chinois. Parce que quand même, c'est gonflé. De donner au même mot le sens de changement et de loi fixe. Mais non. Mais non. Il est écrit dans ce Yi-King une phrase intéressante qui dit « La seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout change toujours tout le temps. » C'est pas un paradoxe. Un paradoxe, c'est un bug de la raison grecque. C'est pas non plus un koan. Vous savez, un koan, c'est ces phrases du bouddhisme zen qui sont faites pour faire déraper le mental, pour lui faire comprendre qu'il y a d'autres manières d'apprécier la réalité que la manière purement mentale. Dire que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que ça change toujours tout le temps, c'est du bon sens. C'est dire que le changement est la seule base stable sur laquelle on peut bâtir une stratégie efficace. Et c'est assez étonnant de voir que cette manière de penser la permanence du changement est ce qui a donné sa permanence à la culture chinoise. Quand les Chinois disent « nous avons 5000 ans d'histoire », ils le disent un peu trop souvent, ça devient énervant, mais on est quand même obligé de reconnaître que c'est pas mal. Vous connaissez d'autres, des civilisations qui sont capables de dire ça. Oh, bien sûr, il y en a des plus vieilles que la civilisation chinoise. Les Égyptiens, les Sumériens savaient écrire 1000 ans avant les Chinois. Oui, mais que sont-ils devenus? Qui est-ce qui lit encore les hiéroglyphes et les cunéiformes à part les spécialistes? Alors que les idéogrammes chinois sont de véritables fossiles vivants. Ils sont toujours structurés de la même façon que les ancêtres des Chinois actuels les ont fabriqués il y a 3500 ans. De la même façon, les Chinois n'ont pas changé de système politique depuis 3000 ans. Nous, et quand je dis nous, c'est en englobant nos grands ancêtres, regardez Rome, ça a d'abord été une royauté, puis après c'est devenu une république, puis après c'est devenu un empire. Et puis chez nous, on a eu la féodalité, puis on a eu l'absolutisme royal, puis on a eu une république, puis encore des rois, puis une autre république. Finalement, avant fort récemment, la république était juste un intermède entre deux autocrates. En Chine, non. Il y a toujours eu le même système politique, avec des gilets de couleurs différentes. Par exemple, le pays a toujours été gouverné par un parti unique. Ce parti unique, dans l'Antiquité en Chine, elle s'arrête en 1911, c'était le parti des lettrés. Qu'est-ce que c'était que les lettrés? C'est le grand legs de Confucius à la culture chinoise. C'est l'idée que, pour Confucius, l'idée importante, c'était que les qualités d'un homme valaient mieux que celles de son père. C'est-à-dire que la filiation ne donnait aucun droit à personne.
Et c'est comme ça qu'il a fait sortir la Chine d'un système, on va dire féodal, pour la faire entrer dans un système qui est un système de méritocratie. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui a abouti à cela? Il a abouti à un système des examens. Les examens impériaux, il y avait 3 niveaux, le niveau local, le niveau provincial et le niveau national. La règle était simple, n'importe qui pouvait s'y présenter autant de fois qu'il voulait. Il est sûr évidemment que quand on était fils de mandarin lettré, on avait plus de chances de réussir que si on était fils de paysan. Mais quand dans un village on repérait un gamin qui avait l'air assez éveillé, à ce moment-là, tous les villageois chinois faisaient une chose que les Chinois savent très bien faire, une association loi 1901. Ça s'appelle une tontine en Chine. Et ils payaient des cours aux gamins pour l'éduquer. Et si celui-ci réussissait aux examens et qu'il était nommé préfet de la région, il n'oubliait pas à qui il devait cela. Et c'est comme ça que, par exemple, le grand et lent bouleversement de notre pays, c'est-à-dire toute cette période qui a fait passer, qui a été accompagnée par la montée en puissance de la bourgeoisie, qui a sorti la France du système féodal, eh bien en Chine ça a eu lieu, ça n'a jamais eu lieu, parce que dès qu'un marchand s'enrichissait, il n'avait de cesse que de payer des leçons à ses enfants pour que ceux-ci deviennent mandarins, c'est-à-dire servent l'État. Et que donc, le résultat de ce système d'examens impériaux, c'est que l'État avait toujours à sa disposition les meilleurs cerveaux du monde. Et c'est une des raisons pour lesquelles, jusqu'à la Renaissance, la Chine était l'endroit du monde le plus civilisé. Parce que nous, pendant ce temps-là, à l'époque féodale, quand vous étiez manant, vous restiez manant. Il n'y avait pas d'ascenseur social. Et donc l'État se privait de la majorité des meilleurs cerveaux du pays. Alors que la Chine les avait à sa disposition. Et que le système s'en servait pour faire fructifier le pays. Et donc, ce système des examens, cette méritocratie qui a tant séduit Voltaire. Voltaire avait un portrait de Confucius dans son bureau. Et qui a assuré à la Chine sa position, c'était ce qu'on pourrait appeler le parti des lettrés. C'est-à-dire ceux qui savaient lire et écrire en chinois, les idéogrammes. Ça faisait au bas mot 5% de la population. Eh bien, c'est toujours la même chose. Savez-vous combien il y a de membres au Parti communiste chinois? Environ 80 millions. C'est-à-dire 5,25% de la population actuelle. Et c'est très, très, très difficile de rentrer au Parti communiste chinois. Si vous voulez rentrer au Parti communiste chinois, on commence par faire 3 ans d'enquête sur vous. On interroge toutes les personnes qui vous ont approché. Vos professeurs, vos collègues, votre nounou, vos parents, vos oncles, vos tantes, vos voisins. Et si au bout de 3 ans, vous donnez toujours satisfaction, à ce moment-là, vous avez le droit de devenir membre muet d'une cellule du Parti communiste chinois, c'est-à-dire que pendant 1 an et demi, vous avez le droit d'assister au débat, vous ne pouvez pas l'ouvrir sauf si on vous donne la parole. Et enfin, au bout de ce temps-là, si vous continuez à donner satisfaction, alors là, vous devenez membre du Parti communiste chinois et vous recevez le plus beau carnet d'adresses de tout le pays. Donc l'idée d'être gouverné par un parti unique est une idée traditionnelle en Chine. Et en Chine, il y a toujours l'idée que la durée est une forme de validité. Et c'est pas complètement idiot. Dans le sens où, par exemple, en politique, la tyrannie ne dure jamais très longtemps. Parce qu'elle est par nature excessive et que donc elle provoque son rejet. Et donc, c'est pour ça que, bon, quand ils regardent notre histoire, l'histoire de tout l'Occident, ils disent, mais attendez, décidez-vous quand même, parce que vous en avez essayé pas mal, des systèmes. Nous, le nôtre, il dure depuis 3000 ans.
Donc a priori, il a l'air de fonctionner. Donc on voit vraiment pas pourquoi on en changerait. Surtout que, j'ajoute un autre point fondamental qui est toujours passé sous silence, c'est que ce pays de paysans sédentaires a toujours été un pays surpeuplé. À l'époque où Jules César soumettait 500 000 Gaulois, à la même époque avait lieu le premier recensement impérial, et ils étaient déjà 68 millions. Et j'ai entendu dire que ça ne s'était pas arrangé depuis. J'ai un ami qui me disait un jour, vraiment les Chinois ils font rien comme nous, ils soignent pas comme nous, ils écrivent pas comme nous, ils mangent pas comme nous. Il n'y a qu'une seule chose qu'ils font comme nous, et tu as vu les problèmes de démographie que ça leur donne? Si vous dites le mot démographie, le temps que vous disiez ce mot, il y a 5 bébés chinois qui sont nés. Et que donc, la masse chinoise est quelque chose, est une donnée qu'on ne prend jamais assez en compte. Et c'est pour ça que les changements peuvent être assez lents dans ce pays, parce que les paquebots ne tombent pas comme des voiliers. Et qu'on ne gouverne pas un pays immense. C'est 20 fois la France en taille. C'est 4 fois l'Europe. Bon, vous direz, entre Européens, on n'a aucun mal à s'entendre. Alors vous imaginez si on était 4 fois plus grand et 20 fois plus nombreux. C'est un pays qui s'étend de la Sibérie aux tropiques, de la mer du Japon à l'Afghanistan. Nous déjà, entre Lille et Marseille, il peut y avoir des problèmes linguistiques. Par exemple, quand vous dites à un Lillois qu'à Marseille, on peut faire rimer matin et châtain, il est content de savoir qu'on est dans le même pays. Donc, l'immensité fait que, est une donnée qu'on oublie toujours de prendre en compte. J'avais un ami chinois qui connaissait bien notre langue, qui connaissait bien notre histoire, notre pays, et puis un jour, il a eu l'occasion de passer 6 mois en France. Et je le raccompagne jusqu'à l'aéroport pour son voyage de retour. Et je lui dis, Thierry, tu connais notre pays, notre histoire, tu as eu le temps de le visiter là, qu'est-ce qui t'a frappé le plus? Et il m'a répondu, et avec un chinois pour répondre ça, vous vivez dans un pays vide, avec des ruines en pierre. Il avait raison. Dans n'importe quelle ville de France et même d'Europe, on peut trouver des ruines qui jalonnent les 2000 ans d'histoire de notre pays. Depuis les arènes de Lutèce jusqu'à les tours de la Défense, on trouve des monuments de toutes les époques, à Paris. Et dans toutes les villes d'Europe, c'est pareil. Et en même temps, je vous assure, la première chose, le premier sentiment qu'on a quand on revient de Chine, c'est de dire, mais c'est vrai, ça, les rues sont vides. Il n'y a personne dans les rues. À l'inverse, quand on arrive, je me souviens une fois, on venait d'atterrir. Alors, vous savez comment on est, frais comme un gardon après avoir été 12 heures hors de l'eau. Dans l'autocar qui allait entre l'aéroport et l'hôtel où on allait, il y a une dame qui regarde et puis qui voit tous les Chinois sur le trottoir, qui dit, mais ils sont pas au boulot? Je dis, si, madame, nous sommes lundi, les 4 heures de l'après-midi, ils sont tous au boulot, mais il y en a plein d'autres encore dans les rues. Et donc, une autre chose aussi qui frappe quand on vient de Chine, c'est les crottes de chiens dans les trottoirs. Bon, ça, c'est un détail. Donc, il y a beaucoup de Chinois. Est-ce qu'on peut dire que les 3 sagesses chinoises ont façonné le fonctionnement du pays et ont pérennisé en quelque sorte ce que vous évoquiez depuis des milliers d'années? Vous me ramenez au titre que j'étais censé traiter? Eh bien, je vous répondrai que je l'ai déjà traité et que j'ai déjà répondu à la question sans le nommer. Car quand je vous ai parlé du chamanisme et de cette présence de l'invisible et des arts physiques chinois, c'était le taoïsme. Quand je vous parle de la gestion d'un pays peuplé et de la gestion politique d'un pays peuplé, c'est le confucianisme. Il restera juste le bouddhisme à traiter, mais
Rien n'est perdu encore. Et que donc effectivement s'en est nommé, j'avais répondu à la question, mais vous faites bien après tout, ça va sans dire, mais ça va mieux en disant, n'est-ce pas? Donc, gérer un pays surpeuplé, effectivement, c'est la seule question vraiment importante. Et donc, là-dessus, l'apport de Confucius continue d'être extraordinairement vivant. Je vais juste vous citer une phrase de Confucius qui peut vous donner une idée sur ce qui se passe actuellement. Un disciple lui demandait « Maître, que pensez-vous de la richesse ?» Vous remarquez que c'est une question sur laquelle les différentes civilisations et les différentes religions ont chacune eu des réponses différentes. Rien que chez nous, les chrétiens et les protestants n'ont pas la même idée sur la question. Et Confucius a répondu. Alors, c'est une réponse à deux temps, évidemment. Il est chinois, il est yin-yang. Confucius a répondu, il est honteux de s'enrichir quand le pays est mal gouverné. Il est honteux de rester pauvre quand le pays est bien gouverné. Ok. Si le pays est mal gouverné, si c'est des gangsters qui sont au pouvoir, si c'est la mafia qui fait tourner les boutiques, il est honteux de s'enrichir, on comprend très bien. Mais si le pays est bien gouverné, qu'est-ce que c'est bien gouverner un pays? C'est augmenter le bien-être de ses citoyens. Et donc à ce moment-là, rester pauvre, c'est aller à contre-courant du mouvement dans lequel le gouvernement entraîne le pays. Et que donc la politique, c'est-à-dire la gestion d'un pays immense et surpeuplé, a toujours été considéré comme ce qu'il y avait de plus important dans les sciences sociales. Et ça, c'est Confucius, qui leur a appris à vivre ensemble. Si le taoïsme a appris aux Chinois comment vivre en rapport avec l'univers et surtout avec les forces invisibles qui agissent dans l'univers, si Confucius leur a appris comment l'importance qu'il y avait à savoir vivre ensemble, qui prendra entre autres forme la politesse. La politesse, par exemple, il faut en dire un mot. C'est un beau mot, politesse. Ça vient de polissage. Être poli, c'est ne pas avoir d'arête, c'est être rond, c'est ne pas blesser. Et on ne se rend pas compte à quel point la politesse est un art de vivre. Et non pas... Et que ce qui est important, c'est de mettre de l'huile dans les rouages sociaux, c'est pas et que la vérité n'est pas toujours en accord avec la politesse. On le sait tous. Bonjour, comment ça va? On pose tous cette question, c'est de la moindre politesse, et on n'écoute pas la réponse parce qu'on s'en contrefout. Essayez un jour, on vous pose cette question, bonjour, comment ça va? Très mal, et toi? Ça ne produit aucune réaction, vous répondez très mal, les gens n'entendent pas, n'écoutent pas, parce que ce ne sont que des échanges de mots. Alors qu'en fait, l'idée de politesse chinoise, elle a un grand principe, c'est ne pas blesser les autres. Et c'est vrai que bon, quand on arrive le matin au bureau, il vaut mieux dire à son collègue « Oh, quelle mine ravissante il y a aujourd'hui » plutôt que « T'as un teint trop de chaussettes », ça n'améliore pas les rapports de journée quand même. Et ça peut prendre des formes qui sont pour nous, que nous allons qualifier d'hypocrisie. Parce que on imagine que la vérité est plus importante que l'harmonie. C'est une des grandes différences avec les Chinois. Par exemple, il y a une séquence tout à fait extraordinaire. Confucius a eu le malheur de perdre son fils, d'enterrer son fils de son vivant. Et à son époque, le rituel de l'enterrement d'un fils prévoyait qu'à un moment de la cérémonie, les parents devaient pleurer. Alors là, on dit vraiment,
non, c'est pas possible. Vous vous rendez compte, vous enterrez votre enfant et on vous dit à 11h52, vous pleurez jusqu'à 11h58. Pour nous, c'est le comble de l'hypocrisie. Et puis il se trouve que 6 mois après, Confucius a perdu Yen Hui. Et Yen Hui, c'était son disciple favori. Il l'aimait bien parce que Yen Hui, c'était une teigne. Il lâchait jamais une question avant de l'avoir compris. Et Confucius comptait beaucoup sur Yen Hui pour propager sa doctrine. Et quelque temps plus tard, un autre disciple l'interroge et lui dit quand vous avez enterré votre fils, vous avez pleuré? Quand vous avez enterré Yen Hui, vous avez pleuré? Est-ce que vous avez éprouvé la même chose? Et Confucius a répondu. Alors on sait maintenant que Confucius n'a pas dû être très très malheureux, très très affecté par la mort de son fils, parce que vraisemblablement son fils était déficient mental. Par contre, il a été totalement bouleversé par le décès de son fils spirituel. Et il a répondu, quand j'ai enterré mon fils, au moment où le rituel prescrit de pleurer, j'ai pleuré. Qu'aurait-on pensé d'un père qui enterre son fils les yeux secs? Et quand j'ai enterré Yen Hui, au moment où le rituel prescrit de pleurer, j'ai pleuré toutes les larmes de mon cœur sans gêner personne. Et que donc à chaque fois, l'objectif est le même, ne pas blesser. Ne pas blesser les autres. Et que ça, cet art de la vie en société était nécessaire pour un peuple surpeuplé, mais est un élément fondamental dont on ne voit que la caricature parce qu'on n'en comprend pas le fondement. Et par exemple, l'une des choses, la loi sur l'enfant unique, je vous ai dit que j'avais accompagné plusieurs voyages en Chine, je n'ai jamais rencontré personne qui reste plus longtemps que 36 heures avant d'être d'accord sur la loi de l'enfant unique. À Roissy, j'entendais « Oh, quand même, c'est quand même brutal, c'est terrible, totalitariste, cette loi, etc. » En général, en moins de 48 heures, les gens avaient compris, parce que tout est difficile. Nous, par exemple, on a envie d'aller au cinéma. Ben, on va au cinéma. En Chine, vous avez envie d'aller au cinéma. Ben, vous allez au cinéma, achetez une place pendant 15 jours. Parce que toutes les places sont prises dans les 15 prochains jours. Et nous, on a envie de voyager pour retourner aller voir des parents ou des amis. Ben, voilà, on achète un billet de train ou d'avion et on prend le train. Au moment du Nouvel An chinois, il est de tradition de rentrer dans son pays natal. Cela a occasionné, lors des dernières fêtes de Nouvel An, 300 millions de déplacements en Chine.